bonjour à tous. Effectivement, je vais me situer, je vais donc vous parler de compréhension. Alors j'avais intitulé en lecture, parce que je me situais un petit peu de manière générale sur l'ensemble de la scolarité et son enseignement. Donc contrairement à mes prédécesseurs, je vais rester sur un plan plus général en rappelant tout d'abord des choses que vous savez déjà, mais ce qu'est la compréhension. Et donc, je vais me situer dans le côté technique, je dirais mécanique, la mécanique de la compréhension qui permet la construction de l'intime. Autrement dit, je vais peu vous parler de construction de l'intime, sachant que la construction de l'intime, quand on lit un texte, pour moi, elle est en filigrane et elle nécessite la mise en œuvre de tout un ensemble de mécanismes, de connaissances qui permettent de faire émerger cet intime. Et je voudrais insister aussi, par rapport à cette activité de compréhension sur des choses qui ont déjà été dites dans les présentations précédentes. Ce jeu des automatismes et des traitements libérés, et qu'est-ce que c'est qu'un automatisme de compréhension ? Parce que les automatismes ne sont pas seulement des automatismes d'identification et de décodage. Et puis ensuite, par rapport à l'enseignement, eh bien, je vais rentrer, j'essaierai d'exposer ou d'opposer dans un premier temps certains débats pédagogiques pour terminer en militant finalement pour la complémentarité de ces approches, et j'essaierai d'illustrer pourquoi. Donc, très rapidement, on sait tous aujourd'hui, on s'accorde tous aujourd'hui pour dire que la compréhension en lecture est une activité cognitive complexe, donc je me situe bien dans la démarche de la description cognitive de l'activité. Complexité que j'ai résumée ici en partant de tout ce qui est nécessaire de mettre en œuvre pour comprendre un texte quand on le lit. Donc, pour comprendre un texte quand on le lit, eh bien, on doit solliciter des connaissances de niveau fondamental, ce que j'appelle des connaissances et des habiletés de niveau fondamental, parce que ce sont les connaissances ou les habiletés sur lesquelles vont se construire les capacités de traitement des textes et donc des discours continus, capacités de traitement dont on a vu qu'elles émergent très tôt à l'école maternelle, dans les deux exposés qui m'ont précédé, mais qu'elles se poursuivent tout au long de la scolarité et deviennent de plus en plus complexes tout au long de la scolarité. Et ces habiletés de niveau de traitement du discours continu sont fondamentaux, parce que si on ne réussit pas à les construire, souvent le discours ou les textes qu'on lit ou qu'on entend, eh bien on les perçoit comme morcelés. Et donc la construction d'une représentation qu'on appelle cohérente, le fameux modèle de situation, eh bien c'est la condition pour comprendre les textes de manière non morcelée et de construire sa propre interprétation du texte, et donc cette représentation intime que l'on peut se faire de ce qu'on a lu. Donc sur le graphique aussi, j'ai distingué deux choses. En jaune, les habiletés qui sont propres à la lecture proprement dit, donc propres à la saisie du discours écrit, une fois qu'on est lecteur, autrement dit les habiletés de décodage, qui sont des habiletés fondamentales évidemment, la connaissance de la structuration, de la manière dont le texte écrit est structuré, la ponctuation, les titres, les intertitres, etc., leurs fonctions. Tout ça va permettre de construire la fluidité de lecture en contexte, donc la capacité à lire avec une lecture expressive au rythme de la parole, avec une prosodie adaptée, donc ce n'est pas un nombre infini de mots lus à la minute. Et puis aussi des capacités qui sont liées à nos connaissances du langage, qui sont propres à l'écrit. Je pense notamment à la morphologie flexionnelle, qui est en français est propre à l'écrit, parce que souvent à l'oral on ne l'entend pas. Donc toutes ces capacités-là vont fonder à proprement parler les capacités de lecture. Et si j'enlève donc ces connaissances, ces aspects jaunes, eh bien il me reste la compréhension des textes, dont vous savez on s'accorde largement aujourd'hui pour considérer que la grande majorité des mécanismes en jeu dans la compréhension sont communs à l'oral et à l'écrit. C'est pour ça que
justement, très tôt, on peut commencer à travailler la compréhension à l'oral avec les petits, et donc commencer à construire des mécanismes qui vont pouvoir être réinvestis ensuite par les enfants quand ils apprennent à lire et qu'ils se deviennent des lecteurs autonomes, qui doivent comprendre seuls des textes qu'ils lisent. Donc, dans ces habiletés qui sont communes à la compréhension orale et à l'écrit, il y a bien sûr toutes nos connaissances sur le langage, toutes les connaissances langagières, nos connaissances culturelles, donc ce qu'on appelle globalement nos connaissances sur le monde. On sait tous que quand on a connaissance du thème dont traite le texte, on le lit plus facilement, mais les connaissances, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, parfois peuvent être objet de contresens. On amène des connaissances dans le texte qui ne sont pas nécessaires et qui même conduisent à des contresens par rapport à ce qu'on lit. Donc là, les connaissances, eh bien, effectivement, il faut les utiliser, mais il faut aussi savoir les mettre à distance pour les utiliser à bon escient par rapport à ce que dit le texte. Et puis, ce qu'on appelle notre efficience cognitive, toutes nos capacités de raisonnement, de mémorisation, de planification, qui vont nous permettre de construire les habiletés propres au traitement des textes. D'un côté, des connaissances qui sont liées au type de texte, je passe rapidement, et puis des capacités d'auto-évaluation de sa propre compréhension. Et quand on auto-évalue sa compréhension, c'est aussi parfois pour repérer des obstacles. Et quand on a repéré des obstacles, de savoir réguler. Et la régulation, eh bien, passe souvent par la mise en œuvre de mécanismes d'inférence. Bon, ça, c'est des choses très classiques que vous connaissez tous. On a l'habitude, en revanche, de considérer que les mécanismes d'auto-évaluation, de régulation, d'inférence sont souvent décrits comme des traitements stratégiques, donc délibérés. Et je vais essayer de vous montrer que quand on devient un lecteur expert, ça n'est pas toujours le cas, mais on a aussi vu des exemples qui montrent que même à l'école maternelle, même pour les enfants les très jeunes enfants, eh bien, on commence déjà à pouvoir suivre le développement d'habiletés d'inférence qui ne sont pas à cet âge-là, souvent des traitements délibérés, mais des traitements automatisés, comme nous l'a montré dans l'exemple tout à l'heure, lorsqu'elle est super propre. Ah oui, donc elle se douche tous les jours, elle se fait un shampoing tous les jours, je ne sais plus. Donc voilà le cadre très rapidement posé. Il y a une forme de contradiction entre ce cadre qui est relativement complexe et le sentiment que peut avoir un adulte quand il écoute un discours ou quand il lit un texte. Il y a une forme de contradiction parce que quand on est un lecteur adulte et un lecteur entraîné, un lecteur expert, on a un sentiment d'évidence. Quand on lit un texte, on a l'impression de comprendre au fur et à mesure. Et effectivement, on comprend au fur et à mesure qu'on lit la plupart des textes qu'on lit, sauf quand on est face à un texte très complexe. Donc ce sentiment d'évidence, il a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'on a tendance à penser que finalement, une fois qu'on a appris à lire, eh bien, on comprend ce qu'on lit, donc il n'y a plus de problème d'enseignement de la compréhension. Et puis, l'autre conséquence, c'est que quand on veut enseigner la compréhension, eh bien, il faut ramener, je dirais, à la conscience des mécanismes qui sont entièrement automatisés et qui font que c'est très difficile, quand on est un lecteur expert, d'analyser au fur et à mesure qu'on a des enfants en face de soi qui lisent, qui répondent des questions, quels sont les obstacles et où est-ce qu'ils achoppent et comment on peut leur montrer les raisonnements ou les amener aux raisonnements qui permettent de comprendre ce que dit le texte sans le trahir, pour reprendre les termes d'Alain Beltolivia. Donc ce sentiment d'évidence, eh bien, je viens de dire ce qui est écrit là, donc je vais passer. J'avais juste un exemple pour montrer que, un peu ici, un petit peu trivial, pour asseoir l'idée que la compréhension ne découle pas du décodage. Les 3 mots qui sont écrits ici sont écrits dans une langue étrangère. Nous pouvons tous les décoder, nous pouvons tous en former une représentation sonore, on peut les prononcer,
mais on ne sait pas ce qu'on a lu et on ne sait pas ce que ça veut dire, ni même si la prononciation qu'on a donnée est la bonne dans la langue attendue. Bon, ces 3 mots signifient, en bon français, bon courage. Le sentiment d'évidence, autre exemple, quand vous lisez ces quatre phrases qui sont sur la diapo ici, eh bien, au fur et à mesure, chacun d'entre nous se construit une construction, une représentation précise, imagée, parfois assez vivante, de ce que dit l'extrait. On se construit donc un scénario qui a cette particularité ici, enfin qui pourrait se résumer ici, comme le personnage en question est armé d'un fusil, il chasse une antilope dans un décor tropical et il se trouve soudain face à un lion imposant. En construisant ce scénario, on comprend du même coup la situation délicate dans laquelle s'est trouvé le personnage et qui est annoncé dans la première phrase par « il lui a fait preuve d'un extrême sang-froid ». Et pourtant, et en fait, la particularité aussi chez tous les lecteurs experts, c'est qu'on s'accorde tous sur l'essentiel de cette interprétation. Notre scénario peut varier à la marge, mais on est tous d'accord sur l'interprétation. Pourtant, si je compare le mot à mot du texte et tous les mécanismes et toutes les interprétations que nous faisons tous au fur et à mesure que nous lisons pour construire ce scénario et pour construire la cohérence de ces 4 phrases, eh bien, cela dépasse largement, vous le savez tous, l'identification et même l'accès aux mots au sens des mots, de chacun des mots de cet énoncé. Si je prends les 2 premières phrases, je pourrais noter, bien entendu, on établit un cadre, le personnage. Quand on lit « il eut à faire preuve de sang-froid », on a une réaction d'éveil, on se met en attente, plus ou moins explicitement, donc c'est plus ou moins automatisé chez nous, et on se dit, tiens, il va se passer quelque chose dans lequel le personnage est dans une situation délicate. Évidemment, on attribue les références. Quand on lit « il est à terre », on peut faire un certain nombre d'hypothèses, plus ou moins explicites aussi. Quand on lit le kama, si on n'a jamais vu ce mot, ben on va se poser la question de savoir ce qu'est ce mot, ce qu'il signifie, et on va chercher dans le texte des indices, mais on fait tout ça, quand on est un lecteur expert, de manière entièrement automatique. Donc vous voyez que ces mécanismes qu'on appelle en général des mécanismes d'inférence, des mécanismes d'interprétation, chez le lecteur expert, sont des automatismes, mais vous savez aussi à quel point les élèves peuvent avoir des difficultés pour effectuer ce type de choses quand ils lisent ou quand ils comprennent les histoires. Donc tout ça pour dire qu'en fait, quand on est dans une activité de compréhension du texte, il y a une coordination constante d'automatismes, donc de mécanismes qui sont entièrement automatisés, qui sont des mécanismes authentiques de compréhension et non pas des mécanismes de décodage, et des traitements délibérés. Ces traitements délibérés, on les regroupe souvent sous le terme de contrôle, de guidage de la compréhension. C'est donc l'aspect métacognitif de la compréhension qui fait appel à notre activité consciente et raisonnée. Alors, j'en ai remis 2-3 ici qui étaient dans l'exemple précédent. Chaque fois qu'on lit, qu'on arrive à certains points, nous avons une réaction d'éveil, sang-froid, kama, le lion. Et donc, on auto-évalue sa compréhension à chaque fois, on détecte ou pas une difficulté, et on va s'engager dans des activités de régulation, qui sont des raisonnements, qui peuvent être dans le premier cas la génération d'une attente, dans le deuxième cas une recherche d'indices pour comprendre un mot, et dans le troisième cas, qui si d'aventure, en lisant Un formidable chasseur, nous avons établi dans notre représentation mentale eh bien, l'image d'un chasseur, d'un autre chasseur humain, eh bien, il faut réviser cette interprétation si on veut construire la cohérence des textes. Donc, juste un petit point sur les régulations. Les régulations, eh bien, on a l'habitude d'appeler ça des stratégies, c'est-à-dire la mise en œuvre de raisonnements délibérés. Or, ce que je viens d'essayer de faire, c'est d'illustrer qu'en fonction de son niveau de lecture, de son niveau de compréhension, ces raisonnements peuvent être des automatismes
et ils peuvent être aussi des raisonnements délibérés. En fait, sous le terme stratégie, c'est une espèce de mot-valise, on entend plusieurs choses. On entend d'abord des stratégies qui sont toujours des raisonnements délibérés, les stratégies que l'on apprend et qu'on met en œuvre avant la lecture. Quel est mon objectif de lecture? Que vais-je rechercher dans ce texte? Quelle est la tâche qu'on me demande quand je lis ou quand j'écoute un texte? Est-ce que je dois le mémoriser? Est-ce que pour le raconter après? Est-ce que je dois repérer telle ou telle information, etc. Les stratégies qui sont des stratégies postérieures à la lecture, c'est-à-dire toutes les stratégies qui nous permettent de synthétiser l'information, de se la remémorer, de l'interpréter et de construire donc son interprétation personnelle de ce que l'on a lu, donc d'apprécier le texte, de le critiquer éventuellement, etc. Et puis il y a toutes les stratégies, c'est celles que j'ai illustrées dans mon exemple, qui sont les stratégies qu'on met en œuvre pendant la lecture, ce que j'ai appelé les activités de régulation et donc de construction du sens au pas, à mesure qu'on lit ou qu'on entend une histoire. Ces stratégies, elles sont stratégiques parce que lorsqu'on est face à une difficulté, on peut y avoir recours consciemment. Autrement dit, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on les a apprises, qu'un jour ou l'autre, on en a pris conscience, si on les avait apprises implicitement quand on était petit, à force d'écouter des histoires. Mais sinon, ce sont des raisonnements qu'il faut avoir appris et que progressivement on intègre à notre bagage cognitif et que l'on met au service du traitement des textes. Et dans ce cas-là, ces mécanismes sont automatisés dans les situations normales de lecture, c'est-à-dire quand on comprend un texte qui ne nous pose pas de problème particulier, donc un texte pas trop résistant, on va dire. Donc toutes ces stratégies pendant la lecture, j'en ai listé un certain nombre, vous les connaissez, comprendre les relations entre les énoncés, comprendre les mots inconnus, etc. Enfin, toutes les stratégies dont on parle très souvent. J'ai mis un autre exemple, celui du traitement des chaînes de référence. Quand on lit la phrase « tout un chacun », on comprend sans y penser les pronoms qui sont en rouge. Et vous savez bien à quel point ça peut être difficile pour certains élèves de comprendre exactement à quoi renvoie l'un ou l'autre de ces pronoms ou de cette expression définie. Bien, maintenant donc la question de l'enseignement. Je vais partir d'abord d'enjeux qui traversent à mon sens toute la scolarité, qui consistent à former des lecteurs, des compreneurs fluides, c'est-à-dire des élèves qui aient construit des automatismes de lecture quand on est en lecture, mais aussi de compréhension, comme je viens d'essayer de l'illustrer, mais aussi des lecteurs stratèges, c'est-à-dire des lecteurs qui soient capables de raisonner et de réfléchir sur les contenus qu'ils ont lus ou entendus. Je pense que les deux premières interventions ont bien montré à quel point c'était important d'apprendre aux enfants de raisonner, de réfléchir, de mémoriser les contenus qu'ils ont lus ou entendus. Donc des élèves qui soient capables, au fur et à mesure qu'ils grandissent, d'auto-évaluer leur propre compréhension, savoir quand ils comprennent et quand ils n'ont pas compris. C'est pas évident. Beaucoup d'enfants, quand on leur pose la question, nous disent « Est-ce que tu as compris ?» répondent « Oui ». Et puis si on pose une question un peu plus précise, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ils n'ont pas compris, ils ne savent pas répondre à la question. Donc, ces activités de raisonnement et de réflexion, elles sont sous la dépendance de la capacité à construire les capacités d'autorégulation et d'auto-évaluation, Et donc, pour ça, ça nécessite la prise de conscience des mécanismes qui sont sous-jacents à la compréhension pour pouvoir justement réguler quand c'est nécessaire. Donc, c'est tout ça pour conduire à une compréhension de ce que dit exactement le texte, sans le trahir, donc, et qui va permettre ensuite d'interpréter, d'apprécier, d'interpréter à un autre niveau, c'est-à-dire d'interpréter pour se faire sa propre représentation de ce que l'on a lu et compris dans un texte. Alors, évidemment, c'est une tâche complexe. Pour la première raison que j'ai déjà évoquée, et la deuxième aussi, qui est parce que les textes, la compréhension n'est pas une activité unitaire, c'est une activité qui varie en fonction des textes
que l'on a à lire. Les textes narratifs, par exemple, n'ont pas la même structure, n'utilisent pas le même vocabulaire, ne font pas appel aux mêmes univers que les textes documentaires ou scientifiques, et ils sollicitent à des degrés divers des habiletés de compréhension qui sont aussi divers. Donc, par exemple, les textes scientifiques utilisent un vocabulaire plus abstrait, un vocabulaire plus complexe qu'une narration. En revanche, les narrations ont des structures syntaxiques, en contrepartie, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes que les textes documentaires en général. Donc, on sollicite des habiletés sur le langage qui ne sont pas les mêmes quand on aborde ces différents types de textes, en fonction évidemment des objectifs de lecture et puis des caractéristiques de l'individu, son engagement dans la lecture, qui est souvent lié évidemment à son origine sociale, selon qu'il vient d'une famille dans laquelle on lit tous les jours de manière routinière, ou dans une famille pour laquelle la lecture est une activité exceptionnelle. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous dire 2 mots sur les recherches sur l'efficacité de l'enseignement, qui nous montrent depuis de nombreuses années que les approches explicites et structurées améliorent les performances et tendent, et ça c'est l'important, à réduire les écarts entre les élèves à tous les niveaux de la scolarité, donc de la maternelle, en fait, jusqu'à la fin du collège. Tous les dispositifs qui se réclament alors, les dispositifs d'enseignement explicite et structuré, il y en a de très nombreux qui sont proposés, tous ont en commun un certain nombre de choses. De donner aux élèves un énoncé précis des objectifs de l'apprentissage. On va apprendre telle ou telle chose pour telle ou telle raison. De faire appel à la réflexion consciente des élèves. Comme on l'a vu dans les exemples tout à l'heure, il s'agit souvent de développer les capacités métacognitives, donc une attitude active par rapport au texte qu'on lit, apprendre à autoréguler, à se questionner sur le texte. Et d'utiliser la modalité orale pour rendre perceptibles les mécanismes en jeu dans l'activité de compréhension, puisque la plupart des mécanismes sont des automatismes chez l'expert. Percevoir ces mécanismes, ça n'est pas possible en observant les gens lire ou les gens entendre et comprendre au fur et à mesure qu'ils entendent. Il faut expliciter, il faut passer par l'oral pour que ces mécanismes deviennent perceptibles dans des activités de formulation, de justification souvent. Donc, puisque nous sommes dans un après-midi de controverse, je voulais insister et illustrer un petit peu les oppositions qui existent dans le monde pédagogique et qui comparent et qui souvent opposent des approches qui toutes se réclament pourtant de l'enseignement explicite en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, vous avez des approches ou des dispositifs d'enseignement qui proposent de partir du simple au complexe. Autrement dit, d'analyser l'activité de compréhension, un petit peu comme je l'ai fait avec vous tout à l'heure, et de prendre les habiletés pour elles-mêmes, de les enseigner et de les intégrer progressivement à leur utilisation dans les textes. C'est ce qu'on appelle les dispositifs d'instruction directe, que je pourrais qualifier de démarche synthétique. Ces dispositifs qui sont en fait directement inspirés des recherches sur l'efficacité de l'enseignement. Vous avez, à l'autre extrême du champ des possibles des approches pédagogiques, des approches qui proposent de partir du simple au complexe, c'est-à-dire des approches qui proposent de partir du texte et d'aller progressivement vers les habiletés, parfois en les extrayant, parfois en les travaillant à l'occasion d'eux, quand on en a besoin pour comprendre le texte. Une de ces approches qui répond à cette perspective est une approche qu'on appelle l'approche de résolution guidée à l'école primaire, et que je pourrais qualifier de démarche analytique. Donc 2 approches très distinctes. Ces approches, pour analyser un petit peu aussi leurs différences, eh bien, leur différence peut se percevoir aussi dans la manière dont elles structurent une séance,
il y a des points communs qui sont en gris, qui représentent les lignes des différentes colonnes. Dans chaque séance, l'enseignant en général prépare sa séance et donc veut réduire ou a un objectif qui fait qu'il va réduire la complexité quand même un petit peu des textes qu'il va proposer. Dans l'approche je dirais direct, d'enseignement synthétique, on va sélectionner des habiletés précises. Par exemple, on va travailler aujourd'hui sur les inférences lexicales, on va expliquer pourquoi, et on va trouver du matériel ad hoc pour travailler spécifiquement ces habiletés. Donc, dans ce qui concerne le cadrage par l'enseignant ensuite, quand il conduit la séance, et la manière dont il guide les élèves pour s'approprier une notion ou une stratégie, puisqu'on parle de compréhension, on va parler de stratégie, eh bien, il explicite non seulement les objectifs, mais comment on s'y prend. Donc, autrement dit, il démontre à l'élève, aux élèves, son raisonnement, la manière dont il s'y prend pour appréhender une notion, une stratégie, et ensuite il va conduire les élèves à s'approprier cette notion, cette stratégie, sur la base d'un certain nombre de travaux, d'exercices collaboratifs entre les élèves, qu'il va étayer en guidant les raisonnements. Et donc la vocation, c'est une construction collective des raisonnements, des stratégies qui doivent être mises en œuvre dans telle ou telle situation. À l'inverse, ou en comparaison, les approches du type plutôt analytique explicitent aussi le pourquoi, mais en revanche ne décomposent pas ou ne démonstrent pas directement ce qui est l'objet de l'apprentissage. Donc l'enseignant est dans une posture où il accompagne les élèves dans la résolution de la tâche complexe, qui est la tâche de compréhension, et donc il va les conduire à découvrir les stratégies au fur et à mesure par la discussion. Donc là, je me situe plutôt au niveau de l'école élémentaire. Donc vous voyez que dans l'expression de ce qui est dit et dans la manière dont l'enseignant s'y prend, dans la manière dont l'enseignant guide, eh bien, on a des approches qui sont très différentes, avec des inspirations qui relèvent du constructivisme ou du socio-constructivisme dans la deuxième approche. Deux autres éléments de distinction, enfin surtout deux. Les synthèses dans l'approche analytique va consister à formaliser ce qu'on a appris, la stratégie apprise, précise, et dans l'autre approche va être de récapituler les procédures qu'on a découvertes. Et le réinvestissement est relativement le même, lecture dans d'autres tests, ou pour l'approche synthétique, c'est vraiment le réinvestissement dans les textes qui va compter, dans des textes de plus en plus complexes, puisqu'en fait l'automatisation procède aussi de la répétition et donc du réinvestissement de ce qu'on peut avoir appris dans des activités décrochées ou modulaires, dans évidemment des activités qui sont des activités réelles de lecture ou d'audition de texte. En termes d'efficacité d'enseignement, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que l'on a obtenu, on dispose de nombreux résultats qui ont conforté la première approche. Il faut dire aussi que ces approches ou ces résultats sont obtenus à travers des recherches dans lesquelles les gens se sont intéressés à la difficulté scolaire. Autrement dit, qui ont essayé de tester des dispositifs qui soient des dispositifs qui puissent essayer de réduire la difficulté scolaire. On a beaucoup moins d'évaluation de type sur les performances des élèves du deuxième type d'approche. En l'état actuel de nos connaissances, ce qu'on peut dire, c'est que l'instruction directe, donc la démarche synthétique, est efficace et surtout qu'elle réduit les écarts entre les élèves. En revanche, les approches plus analytiques, les approches par résolution guidée, ou les approches et plus généralement, en fait, les approches par imprégnation dans le développement de la lecture, type lecture suivie, lecture silencieuse, etc. Elles peuvent être efficaces, c'est pas la question, mais leur problème, c'est qu'elles ont un fort risque d'augmenter les écarts entre les élèves. Et je vous donne quelques exemples de ce type de résultats pour terminer. À l'école maternelle,
vous avez tous entendu parler des lectures interactives d'albums, autrement dit de ces lectures qui sont pratiquées tous les jours à l'école maternelle et qui sont inspirées des lectures partagées dans les milieux familiaux. Quand on a les gens qui se sont intéressés à l'évaluation de ces dispositifs ont montré évidemment que c'est essentiel, que c'est fondamental de travailler des albums à l'école maternelle. Ça développe le langage des enfants, c'est important pour leur acculturation à l'écrit, pour leur enrichissement culturel. C'est aussi un facteur de motivation pour apprendre à lire et de maintien de la motivation dans la lecture. Quand on évalue au niveau du langage les résultats en termes d'efficacité de ces pratiques, on observe qu'elles ont surtout comme conséquence, et c'est déjà important, d'améliorer le vocabulaire des élèves. Mais ce qu'on a aussi observé, c'est que cette amélioration est plus importante pour les enfants qui avaient un bon niveau au départ. Autrement dit, on améliore bien le niveau des élèves de tout le monde, mais on a le risque d'augmenter les écarts entre eux. Et donc, l'efficacité de cette pratique est significative, effectivement, d'une manière générale. Je vous donne un autre exemple ici, qui est une recherche en cours de mon collègue Laurent Lima, qui a travaillé depuis 2 ou 3 ans avec des enseignants d'école maternelle, et qui a travaillé avec eux à l'utilisation de syntaxe professionnelle, donc qui pourrait être inspiré un petit peu de ce que j'ai décrit sur la résolution guidée tout à l'heure, dans le cadre de lecture d'albums, donc d'interprétation d'albums, comme on en a avec des petits groupes d'élèves de niveau homogène pour que tout le monde puisse parler. Donc les 5 gestes pédagogiques qui ont été travaillés sont listés sur la diapo. Donner plus de place à la parole de l'élève, on l'a déjà évoqué, être plus explicite dans les objectifs d'apprentissage, poser des questions ouvertes, donner des feedbacks informatiques et autre geste un petit peu plus original, utiliser des maquettes, de la manipulation, donc un geste pédagogique un peu inspiré de l'école de la cognition incarnée. Et donc, pour aider les élèves à suivre finalement l'évolution des histoires et de se construire ces représentations au pas à pas, y compris en manipulant, donc en utilisant effectivement ici non pas les images associées au texte, mais le dessin, les maquettes, etc. Et donc, une évaluation a été faite de ce travail dans ces écoles maternelles l'an dernier. Et donc, ce que Lima a observé, c'est que, en fait, il observe bien un effet positif du dispositif. C'est la courbe jaune sur le graphique au-dessous. Mais cet effet positif est marqué pour les moyens et les bons au départ, donc au pré-test, et qui est beaucoup plus faible pour les plus faibles sur leur capacité. Ici, il avait testé leur capacité à faire des inférences au cours de l'audition de texte. Donc en fait, vous voyez bien sur le graphique que la courbe jaune creuse les écarts entre les élèves. Il y a bien un effet positif, mais cet effet positif est un effet qui est essentiellement concentré sur les meilleurs élèves. Les mêmes choses ont été observées au cycle 2, au cycle 3, pardon, enfin là, ici au CE2. Ça, c'est un résultat d'une recherche nord-américaine c'est des gens qui avaient observé les effets des pratiques pédagogiques des enseignants sur l'évolution des performances des élèves. Et ces auteurs avaient observé notamment que plus les enseignants de CE2 passaient de temps à enseigner des stratégies de compréhension, et plus ils réduisaient les écarts entre les élèves entre le début et la fin de l'année. Et quand ils faisaient beaucoup de lectures suivies, alors ils creusaient les écarts, et c'est les meilleurs élèves de CE2 qui bénéficiaient de ce type de pratique. Dernier résultat qui illustre encore ça, qui est un résultat que j'avais obtenu il y a plus de 25 ans maintenant, dans un travail dans lequel il était question de travailler le suivi des références à l'école primaire avec les élèves. Et nous avions 3 groupes. Le groupe vert, qui avait été entraîné selon des principes d'instruction directe.
le groupe bleu qui, lui, avait suivi pendant le même temps des séances de lecture suivie, c'est-à-dire des séances, à l'époque on ne parlait pas de résolution guidée, donc de lecture suivie, et puis un groupe témoin, c'est le groupe jaune. Et vous voyez qu'en fait, dans ces résultats, on voit que le groupe qui a suivi l'instruction directe, encore une fois, a réduit les écarts. Les plus faibles élèves en ont profité dans un test, dans les performances qu'ils obtiennent, à un test de lecture, de compréhension lecture générale. Et les deux autres groupes n'ont pas réduit les écarts. Et même si la différence est faible, le groupe lecture suivi a tendance à les augmenter. Donc pour conclure, que faire ? Est-ce qu'il faut ne plus proposer de lecture ou d'audition de textes longs, complexes, véritables, comme on veut, aux élèves fragiles? Contrairement à ce que je viens de dire pourrait laisser penser, ma réponse est évidemment non. L'objectif, quel que soit le niveau scolaire, c'est bien d'amener tous les élèves ou le grand maximum d'élèves à une compréhension approfondie et personnelle des textes qu'ils livrent et qui sont adaptés au niveau scolaire, et que cet objectif doit être poursuivi dans toutes les disciplines scolaires. Mais je pense que ce que nous apprennent les résultats finalement de la recherche en éducation sur l'efficacité des dispositifs, c'est qu'il est nécessaire d'adapter le dosage des différents types d'activités aux besoins des élèves, en tenant compte, à mon avis, d'une chose importante, c'est que le temps scolaire est limité et que plus on a des dispositifs complexes, plus il faut de temps pour les mettre en œuvre, et plus aussi les élèves les plus fragiles ont besoin de temps pour maîtriser l'activité. Et puis, peut-être, en tenant compte qu'il faut peut-être parfois accepter de sortir du texte long, mais je crois que M. Perros l'a évoqué, activité décrochée, sortir du texte long pour mieux y rentrer. D'accord. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, on est face à un défi qui est qu'il est urgent, plutôt que d'opposer les approches, comme je viens de le faire jusqu'ici, de penser leur complémentarité, dans un va-et-vient qui, à mon avis, est permanent entre des activités qui sortent du texte, qui sont modulaires, décrochées, pour résoudre une difficulté, pour apprendre une procédure qu'un ensemble d'élèves ne maîtrise pas, pour amener à la conscience des procédures qui ont été développées implicitement et qui, bien sûr, doivent être réinvesties dans les textes si on veut réellement construire une pédagogie de la compréhension. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est sûrement une voie à explorer pour apporter une meilleure équité à notre système éducatif, puisque vous savez tous qu'on est alerté depuis un grand nombre d'années là-dessus. Dans les comparaisons internationales, c'est pas que notre système éducatif ne soit pas efficace, hein, les résultats moyens sont en général conformes à ceux des pays aux économies comparables, mais en revanche, on fait partie des pays les plus inéquitables où les différences sociales jouent à plein. Voilà, je vous remercie pour votre attention.